Lorsque Cecilia Siganer-Albéniz rencontre Nicolas Sarkozy, au début des années 1980, elle n'imagine sans doute pas que leur union deviendra un chapitre incontournable de la politique française. Elle est alors jeune, vive, issue d'un milieu cosmopolite et artistique, lui ambitieux, avocat en pleine ascension, déjà plongé dans la vie publique. Le destin les réunit dans un mariage qui semble promettre à la fois passion et pouvoir. Ensemble, ils forment un couple singulier, elle, femme de caractère, au charme froid et à l'intelligence stratégique. Lui, homme politique, en quête de reconnaissance et d'ascension. Très vite, Cecilia devient bien plus qu'une épouse. Dans l'ombre, elle agit comme une véritable conseillère, corrigeant les discours, adoucissant le ton de son mari, lui donnant parfois cette humanité que ses adversaires, lui, reprochent de manquer. Leur complicité professionnelle fascine l'entourage. On dit qu'il n'écoute vraiment qu'elle, qu'il ne prend pas de décision importante sans la consulter. Leurs proches parlent d'une relation électrique. Deux fortes personnalités qui se stimulent autant qu'elles s'affrontent. Dans les années 1990, alors que Nicolas Sarkozy gravit les échelons du pouvoir, Cecilia s'impose discrètement comme sa partenaire politique. Elle l'accompagne dans les campagnes, surveille son image, conseille ses choix vestimentaires, sa manière de parler jusqu'à la mise en scène de ses apparitions publiques. Lorsqu'il devient ministre de l'Intérieur, son aura grandit et Cecilia, malgré sa réserve, attire les regards. Certains la comparant à Jackie Kennedy, élégante, indépendante, mystérieuse. D'autres la jugent distante, voire hautaine. Mais derrière la façade du couple exemplaire se cachent déjà des fissures. Nicolas Sarkozy, absorbé par sa carrière, vit au rythme des meetings et des ambitions. Cecilia, elle, aspire à autre chose. Une vie plus simple, plus libre, moins étouffée par le protocole. Pourtant, au début des années 2000, rien ne laisse encore présager la tempête à venir. Il semble invincible. Un duo moderne et conquérant. Symbole de réussite à la française. Et lorsque Sarkozy se lance dans la course à la présidence, tous deux paraissent unis par un même objectif. Conquérir l'Élysée, ensemble. Cette première période de leur histoire est celle de la construction d'un empire intime et politique. Cecilia, discrète mais essentielle, forge l'image d'un futur président proche du peuple, tout en gardant, pour elle-même, une distance protectrice avec la scène médiatique. Elle n'est pas seulement la femme d'eux, elle est la partenaire de stratégie, l'équilibre et la contradiction de son mari. Dans cette union, chacun trouve d'abord sa place, mais bientôt, la lumière du pouvoir commencera à brûler trop fort. En 2007, Nicolas Sarkozy s'apprête à franchir l'étape décisive de sa carrière politique, la conquête de l'Élysée. À ses côtés, Cecilia occupe une place essentielle. Elle n'est plus seulement l'épouse discrète. Elle devient une figure centrale de la campagne, parfois même la carte secrète du candidat. Les médias découvrent une femme élégante, nerveuse, au regard franc, qui parle peu mais agit avec assurance. Dans les coulisses, elle gère l'emploi du temps, conseille les stratégies de communication et tempère les excès d'un mari réputé impulsif. Son influence est telle que certains collaborateurs du futur président la surnomment Madame de Fer. On dit qu'elle connaît mieux que quiconque les humeurs de Nicolas, ses moments d'angoisse et ses colères. Elle le calme, le cadre et parfois le pousse à se dépasser. En public, elle incarne l'image d'un couple moderne, soudé, énergique, presque hollywoodien. Lors des meetings, les caméras captent ses sourires, ses regards complices, son allure impeccable. Elle semble taillée pour ce rôle de première dame avant l'heure, symbole d'un renouveau français. Mais, derrière la mise en scène, une tension sourde se dessine. Cecilia se lasse de cette vie sous projecteur, où chaque geste devient symbole. Elle déteste les interviews, fuit les photographes, méprise les mondanités. Pendant que Nicolas multiplie les apparitions, elle s'éloigne lentement, cherchant de l'air au milieu de cette campagne qui ne lui appartient plus. Pourtant, elle reste là, loyale, jusqu'à la victoire. Le soir du 6 mai 2007, lorsque Sarkozy est élu président de la République, tout le pays découvre son épouse émue, vêtue de blanc, sur la scène du QG de campagne. C'est l'image parfaite du triomphe conjugal et politique. Mais, à ce moment précis, un vide s'installe déjà. Cecilia sait qu'elle ne se reconnaît plus dans ce rôle. Son mari, désormais chef de l'État,
ne lui appartient plus. Il appartient à la France, à la fonction, à une vie réglée par le protocole et la surveillance médiatique. À l'Élysée, Cécilia se sent étrangère. Le faste du palais, les obligations officielles, les dîners d'État, rien de tout cela ne lui ressemble. Elle confie à des proches qu'elle se sent emprisonnée dans un rôle écrit pour quelqu'un d'autre. Elle se met à fuir les cérémonies, refuse plusieurs voyages officiels, parfois même ne répond plus aux appels du protocole présidentiel. Ce retrait étonne, intrigue et alimente les rumeurs. Ce qui devait être une apothéose devient pour elle une cage dorée. Tandis que Nicolas Sarkozy goûte à la gloire, Cécilia s'enfonce dans le doute. Leur couple, autrefois moteur de leur ascension, commence à se fissurer sous la pression du pouvoir et des projecteurs. Et bientôt, la fracture deviendra irréversible. La fracture entre Cécilia et Nicolas Sarkozy ne s'est pas produite en un jour. Elle s'est installée insidieuse à mesure que le pouvoir grandissait. Dès les premières semaines, à l'Élysée, le fossé se creuse. Le rythme effréné de la présidence, les obligations d'État, la surveillance constante des médias, tout ce que Nicolas semble savourer, Cécilia le rejette. Elle n'aime ni les caméras, ni le protocole, et cette nouvelle vie lui apparaît comme un théâtre où elle ne veut plus jouer. Autour d'eux, les conseillers perçoivent la tension. Cécilia, plus distante, passe moins de temps à l'Élysée. Elle préfère s'échapper, retrouver des amis loin de Paris, parfois même quitter le pays quelques jours. Les tabloïds flairent le malaise et publient des photos volées, des articles insinuant la rupture. Sarkozy, lui, garde le silence. Il tente de sauver les apparences, convaincu qu'une présidence sans première dame nuirait à son image. Mais Cécilia, lucide, n'a plus la force de feindre. Les confidences à son entourage deviennent plus directes. Elle ne supporte plus la vie publique, ni le poids d'un mari devenu président. Elle dit qu'elle n'a jamais voulu de ce rôle, qu'elle se sent étrangère dans ce monde d'apparence. Pour la première fois, elle exprime le désir d'une vie à elle, loin des intrigues politiques et des ambitions sans fin. Le 18 octobre 2007, le communiqué tombe, le président de la République et son épouse annoncent leur séparation. La nouvelle fait l'effet d'un séisme. C'est la première fois sous la vie république qu'un chef d'État en exercice divorce. La France entière retient son souffle. Les journaux télévisés ouvrent sur le visage impassible de Sarkozy, tandis que les magazines tentent de déchiffrer le silence de Cécilia. Elle, de son côté, s'éclipse sans fracas. Pas de conférence, pas de justification, juste un départ. Ceux qui la croisent à cette époque décrivent une femme soulagée, presque apaisée, comme si elle venait enfin de reprendre le contrôle de sa vie. Elle dira plus tard qu'elle n'avait plus de place dans cette relation, que la politique avait tout dévoré. Pour Sarkozy, la blessure est profonde, mais il refuse de montrer la moindre faiblesse. Il se plonge dans le travail, multiplie les déplacements, occupe l'espace médiatique pour détourner l'attention, mais le vide laissé par Cécilia est visible. La France découvre un président seul, vulnérable, paradoxalement plus humain. Et c'est dans ce moment de solitude que le destin va lui présenter une nouvelle compagne, une rencontre qui, en quelques semaines, va bouleverser l'image de toute une présidence. À peine quelques mois après le divorce officiel, une rumeur commence à circuler. Nicolas Sarkozy aurait rencontré une chanteuse et mannequin célèbre, Carla Bruni. La nouvelle éclate comme une bombe dans les médias français. On parle d'un dîner organisé en novembre 2007 chez le publicitaire Jacques Séguéla, où le président, encore meurtri par sa séparation, aurait croisé cette artiste au charme magnétique. Dès le lendemain, les journaux à sensation s'enflamment. Cupidon a frappé à l'Élysée. Carla Bruni n'est pas une inconnue. Ancienne mannequin internationale, devenue chanteuse, elle incarne une féminité libre, cultivée et provocante. Son passé amoureux, déjà très médiatisé, alimente la curiosité. Que vient faire une star bohème dans l'univers feutré du pouvoir politique ? Les Français sont fascinés. Le contraste entre la discrète Cécilia et la flamboyante Carla est saisissant. Là où l'une fuyait les caméras, l'autre semble les apprivoiser avec un naturel désarmant. Très vite, la romance devient officielle. Fin décembre, le président s'affiche avec Carla lors d'une promenade à Disneyland Paris. Les photographes capturent l'image du couple main dans la main. Un conte de fées improbable, mais d'une efficacité médiatique redoutable. Les magazines titrent
le président amoureux, Carla à l'Élysée, le retour du bonheur. Ce que la France avait vécu comme un drame sentimental se transforme en feuilleton national. Pourtant, derrière le sourire des photos, certains voient une stratégie, détourner l'attention du divorce et reconstruire une image plus chaleureuse du président. D'autres y lisent simplement une histoire d'amour sincère née d'un hasard heureux. Mais personne ne reste indifférent. Dans les dîners, dans les cafés, tout le monde en parle. Les caricaturistes s'en donnent à cœur joie, les chroniqueurs analysent chaque apparition de Carla, chaque mot, chaque tenue. Le 2 février 2008, à peine 3 mois après la séparation avec Cécilia, Nicolas Sarkozy épouse Carla Bruni lors d'une cérémonie intime à l'Élysée. L'événement, bien que discret, secoue de nouveau la France. Jamais un président n'avait épousé une artiste de renommée mondiale si peu de temps après un divorce. Les uns crient au scandale, d'autres saluent le courage de vivre une passion sans se cacher. Cette union marque un tournant. Pour la première fois, la vie privée du chef de l'État devient un spectacle public, un mélange de politique et de romance qui fascine autant qu'il dérange. Cécilia, elle, observe en silence depuis l'étranger. Tandis que Carla prend place à l'Élysée, la France réalise que l'histoire vient de changer de visage et que la première dame n'est plus la même. Le contraste entre Cécilia Attias et Carla Bruni ne tarde pas à devenir un sujet de fascination nationale. Deux femmes que tout oppose, l'une discrète, au tempérament réservé, forgée dans les coulisses du pouvoir, l'autre artiste, solaire, à l'aise sous les projecteurs. Les médias se délectent de cette opposition presque théâtrale. On les compare, on les confronte, on les interprète. Et sans qu'elle n'ait jamais échangé publiquement la moindre pique, une rivalité symbolique naît dans l'imaginaire collectif. Cécilia, désormais installée à New York avec son nouveau compagnon, choisit le silence. Elle s'éloigne du tumulte français, mais son ombre continue de planer sur l'Élysée. Certains commentateurs notent que Sarkozy parle encore d'elle avec une certaine tendresse, preuve qu'elle occupe toujours une place particulière dans sa mémoire. Dans ses rares interviews, Cécilia évite la polémique. Elle se contente de dire qu'elle souhaite le bonheur à Nicolas et qu'elle n'a aucun regret. Des mots sobres, presque froids, qui tranchent avec le ton passionné de sa remplaçante. Carla Bruni, au contraire, embrasse pleinement son rôle de première dame. Avec son charme naturel et sa voix douce, elle transforme l'image de la présidence. Elle accueille les chefs d'État avec un sourire glamour, chante pour des causes humanitaires, pose en couverture de magazines prestigieux. Sa présence attire la lumière et adoucit l'austérité du pouvoir. Mais cette nouvelle mise en scène ne plaît pas à tout le monde. Certains y voient une superficialité inédite, d'autres une révolution du protocole. Le public français, partagé, observe avec curiosité cette métamorphose de l'Élysée. D'un palais empreint de gravité, on passe à une ère plus médiatique, presque cinématographique. Le président et son épouse deviennent un couple de people autant qu'un couple politique. Cette fusion des genres fascine autant qu'elle choque. La frontière entre vie publique et vie privée semble s'effacer sous les flashs des photographes. Le contraste entre Cécilia et Carla dépasse alors la simple comparaison de style. Il révèle deux visions du pouvoir, au féminin, celle sobre et efficace, d'une femme qui agit dans l'ombre, et celle artistique et rayonnante, d'une femme qui assume la lumière. Dans ce duel silencieux, chacune incarne une époque différente du sarkozysme. Cécilia, la rigueur et la construction, Carla, la séduction et la communication. Ce changement de première dame devient le miroir d'un changement d'air. La France passe de l'intimité à la surexposition, du mystère à la transparence médiatique, et derrière cette mutation plane toujours la question. Que reste-t-il de la véritable Cécilia, celle qui a façonné l'homme avant que la lumière ne le dévore? Lorsque Carla Bruni s'installe à l'Élysée, la France entière semble suivre un feuilleton quotidien. Les journaux, les magazines, les chaînes de télévision, tous scrutent la moindre apparition du nouveau couple présidentiel. Ce n'est plus seulement de la politique, c'est du spectacle. Pour la première fois, la vie privée d'un chef d'État devient un élément central du récit national. Et dans ce théâtre, Cécilia Attias reste le fantôme silencieux du premier acte. Les Français oscillent entre fascination et lassitude. Certains trouvent ce tournant rafraîchissant, voyant dans ce président amoureux et sa femme artiste un vent de modernité. D'autres, au contraire, dénoncent un mélange indécent entre pouvoir et divertissement.
Le terme bling-bling, souvent utilisé pour qualifier le style de Sarkozy, s'étend à tout son univers. Voyage éclatant, garde-robe de créateur, soirée mondaine, l'Élysée devient une vitrine de glamour, bien loin de la sobriété républicaine. La presse internationale s'empare du phénomène. En Italie, on s'amuse du destin de Carla, la muse devenue reine. En Grande-Bretagne, The Guardian parle d'un soap opera politique que la France regarde comme un feuilleton sentimental. Aux États-Unis, les médias soulignent la vitesse avec laquelle le président a tourné la page à peine 3 mois après un divorce inédit. Ce mélange de romantisme et de stratégie médiatique fascine le monde. Mais au-delà du scandale et de la curiosité, cette succession révèle une vérité plus profonde. La présidence Sarkozy incarne l'entrée de la politique française dans l'ère de l'émotion instantanée. Les frontières entre le privé et le public se brouillent. La France découvre qu'un président peut être à la fois chef d'État et personnage de roman. Carla Bruni, par sa seule présence, impose une nouvelle manière de raconter le pouvoir. Une présidence racontée comme une histoire d'amour, avec ses héros, ses blessures et ses renaissances. Cécilia, quant à elle, reste en retrait, mais son rôle historique demeure. Sans elle, il n'y aurait pas eu le Sarkozy ambitieux, façonné dans l'intimité du couple. Sans son départ, il n'y aurait pas eu la renaissance romantique de l'homme d'État sous les feux de la rampe. 2 femmes, 2 destins, un même fil conducteur, celui du pouvoir et de la passion. En définitive, cette passation à l'Élysée n'a pas seulement marqué un changement de première dame, mais un basculement de culture politique. Cécilia, l'ombre du pouvoir, a cédé la place à Carla, la lumière du pouvoir. Et dans cette alternance subtile entre raison et émotion, la France a vu défiler non pas 2 femmes, mais 2 visages de son propre rapport à la politique, celui du cœur et celui du spectacle,